Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Voilà, au sommaire ce soir, non mais c'est du chinois. Objectif plume pour les cadors du shuttlecock qui jouent au foot avec des volants de badminton. La noise, ça fait du bruit. Rien à voir avec le copain de Brel. Depuis 40 ans, le truc de ce Jojo-là, The King of Noise nippon, c'est la guerre sonique. Attention, curiosité, le pur sang laotien de Matido fait même flipper les cadres du parti. Stupeur et tremblement en République démocratique populaire. Ma mère vient de mourir et tout ce qui vous intéresse, c'est les numéros du loto que son esprit m'aurait communiqué. C'est dingue. Là, je fonce pour la musique. Vraiment, je veux plus nettoyer les toilettes. Et enfin, un peu de belgitude avec Charlotte Adigéry, l'Amazone électro en live. Là, on a vraiment un style avec toutes les plumes. Donc la pratique sportive, la pratique vietnamienne, et après tous les restes, ils sont chinois. Là, on est vraiment sur la pratique artistique, où justement, on va pouvoir faire des amortis avec. Et c'est vraiment ça où les Chinois sont très très forts. C'est une discipline qui n'a pas trouvé son nom, mais les collectionne. Feeder Fußball en allemand, shuttlecock en anglais, plume foot en français, kebane en japonais, dakao en vietnamien et tiangze en chinois. Une chose est sûre, dans l'empire du milieu, on prend le volant très au sérieux. La Fédération du volant voltigeur regroupe 26 pays et l'aile de pigeon peut se pratiquer en freestyle dans la rue ou dans des compétitions redoutables. La Chine a même son Philippe Candeloro du plume foot artistique. Un ami pratiquait le kung-fu dans un club et il faisait du plume foot pour s'échauffer. Le shuttlecock, ça vient de Chine. Il faut que le monde entier y joue. Il y a des gens qui pratiquent une variante, ce qu'on peut trouver en Vietnam ou dans les petites places en général sur le marché. Ils jonglent avec du citron pressé. Depuis Oulan-Bator jusqu'à Paris, ça m'a pris une semaine pour venir jusqu'ici. Une semaine? Oui. En train via Moscou, ça m'a pris 6 jours exactement. Venus de Mongolie, de Madagascar, de Chine ou de Finlande, pendant 4 jours, la crème du plume foot a rendez-vous à Aubonne, au nord de Paris. Au total, 17 équipes se disputent le volant dans cette 10e Coupe du Monde. Le nom Plume Foot, contraction de plume et foot, est une invention française. Et depuis 2007, c'est le terme officiel. À 23 ans, après 4 ans de Plume Foot, Étienne est déjà champion de France en simple et double. Le pied, ou presque. Et c'est ça qui me prend le plus de temps dans ce sport. Mettre mes chaussettes, mettre mes chaussures, fermer lacets, défaire mes chaussures, enlever mes chaussettes, etc., etc.
Le plume foot prend son envol dans les années 60 avec l'apparition du filet. Hormis au Vietnam, tous les joueurs sont amateurs. En France, on compte une centaine de pratiquants comme Étienne. Diplômé d'un CAP souffleur de verre, il travaille dans la restauration pour financer sa passion. Alors on va utiliser des chaussures spécialisées donc pour le plume foot. C'est des espèces de, faut voir ça comme des raquettes, c'est des raquettes à nous. Donc c'est des chaussures qui sont un peu plus arrondies sur le devant de manière à avoir de la surface de jeu qui va nous permettre d'éviter les fausses touches au maximum et d'avoir des gestes assez réguliers. Et voilà, c'est un peu original comme chaussure. Au début, ça fait un peu déguisé, mais après... Qui l'eût cru? Le plume foot vient du Tianzi, qui est lui-même issu du Suju. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, les généraux chinois imposent à leurs troupes un jeu de balles pour développer leur dextérité. Le Suju devient le Tiangzi lorsqu'un volant composé de pièces de monnaie surmontées de plumes d'oie remplace la balle. La pratique se répand dans toute l'Asie au gré des conquêtes chinoises et avec l'arrivée du réseau, le volant tisse sa toile. Pratiqué en solo, le plume foot ressemble à s'y méprendre au foot freestyle qui a fait la gloire de Mélodie Donchet, 4 fois sacrée championne du monde. Certains y voient même la première source du football contemporain. En 82, le réalisateur et cascadeur hongkongais Jackie Chan imagine un mariage à 3 dans son film Dragon Lord, combinant plume foot, soccer et arts martiaux. Dans sa forme moderne, le plume foot se joue avec un volant pesant 15 grammes, 3 fois plus lourd que celui utilisé au badminton. Regarde, il y a Dina, nos adversaires de demain là qui s'entraînent. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Un café en la regardant. Ayman, président de l'association France Plume Foot et June, sa coéquipière en double mixte, reste zen malgré l'esprit de compétition qui souffle dans le gymnase. Par rapport à d'autres sports d'équipe et qui se pratiquent sur un terrain de bad comme ça ou même sur d'autres terrains, je trouve qu'il y a un truc qu'on fait qui est hérité des arts martiaux, qui est le salut rituel en début de match. Je trouve que c'est important et que ça résume beaucoup justement de l'état d'esprit du sport. Mine de rien, ça pose un peu un cadre. À 2 orteils des arts martiaux, le plume foot exige de savoir lever la gambette et de viser juste. Et comme dans le kung-fu, plusieurs styles font école. Il y a 2 écoles de jeu entre Chine et Vietnam qui sont claires et nettes. Les Vietnamiens tapent la plume avec le dessus du pied, au-dessus des orteils. Et non, ils ne prendront jamais, ce sera une hérésie pour eux de la prendre de l'intérieur du pied. Une hérésie. Et ils ont, en match en équipe, ils se matchent ce qu'on appelle, nous en France, en dragon, c'est-à-dire dos au filet avec des semi-bicyclettes. Et c'est peut-être le point de la victoire pour le Vietnam qui affronte en ce moment la Chine dans la catégorie triple féminin. Wow, c'est incroyable! Les tigresses vietnamiennes nous font le coup du dragon. Bon, on va laisser la place aux pros. Allez, June, allez, Ayman. Il faut pas craquer. Il faut y aller, hein. Il faut y aller, on veut le voir, ce match. Allez! C'est la joueuse taïwanaise au service. On vous laisse vivre ce moment. 19. Pendant les mondiaux, Étienne et Thomas assurent la retransmission en direct sur Internet. Ici, Ayman et June se battent pour la 7e place. Et c'est gagné pour l'équipe de France! C'est bon, la 7e place! Bravo June! Bravo Ayman! Vive la France! Extraordinaire! C'est exceptionnel! Enfin, c'est gagné! 21-19! Quel match, quel moment! Mon premier rêve, c'était d'être joueur de foot professionnel. Moi, j'étais trop nul. Mon deuxième rêve, c'était d'être journaliste sportif et commentateur de foot à la télé. Bon, j'ai fait d'autres études, c'était un peu compliqué. Mais je regardais énormément de matchs et dès qu'on a commencé à faire ça, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, encore. Moi, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur l'art de la métaphore.
On est encore trop descriptif sur le terrain. Je pense qu'on peut aller plus loin dans les expressions, les envolées lyriques. Parmi les 17 équipes en compétition, les Belges se distinguent. Alors qu'ils découvrent le plume foot il y a un mois autour d'un barbecue, les voilà au mondial. Alors les garçons, vous pensez avoir une chance contre qui? La France, évidemment. Non. Non, en fait, on arrivait, on se disait peut-être que dans les dernières équipes, on se rend compte qu'a priori, non. La plus prenable, c'est nous. Donc ça, je crois que les adversaires l'ont vite compris. Donc on va très certainement finir à la dernière place, mais c'est pas le plus important. Premier film de l'histoire laotienne à candidater aux Oscars, Dearest Sister se joue des superstitions de son pays. En perdant mystérieusement la vue, une femme se découvre le pouvoir d'entrer en contact avec les morts qui, sympa, lui chuchotent les numéros gagnants du loto. Avec Très chère sœur, la réalisatrice Mati Do signe le 13e long métrage de l'histoire du Laos communiste et plonge la lutte des classes dans le film d'épouvante. Installée à Wat Tian, la capitale, Mati est la première femme réalisatrice du pays. Mais où es-tu donc allée chercher cette histoire de fantôme qui tire le gros lot? Quand ma mère est morte, des membres de ma famille m'ont demandé si elle m'avait parlé dans mes rêves, si elle m'avait rendu visite et m'avait donné les numéros du loto, et si je pouvais leur communiquer pour qu'ils puissent les jouer. Ça m'a mortifiée. Vraiment? Vous voulez... Ma mère vient de mourir et tout ce qui vous intéresse, c'est les numéros du loto que son esprit m'aurait communiqué? C'est dingue. C'est quelque chose de vraiment ancré dans notre culture et notre passé. On y croit. On n'est même pas accro au loto. Ça fait juste partie de nos croyances et de nos traditions. À partir de 65, le Laos est victime de l'opération Rolling Thunder, tonnerre roulant, menée par les Américains et censée faire plier le Vietnam. Par rapport à sa superficie, le pays devient le plus bombardé de l'histoire. Le roi du Laos est renversé en 1975 par un parti d'inspiration marxiste-léniniste. 10% de la population fuit alors le pays. Parmi eux, les parents de Mati Do qui se réfugient en Californie. Sans accès à la mer, le Laos vit coupé du monde et d'Hollywood. Alors, à l'époque, le cinéma laotien, c'était ça. Des films à poigne, comme ici Nouveau Printemps, sont réalisés au compte-gouttes. Avec la chute de l'URSS, le Laos s'ouvre à l'économie et en 2008 sort le premier film au financement privé, suivi d'une poignée de comédies romantiques. Pour réaliser ces films, Mati doit toquer à la porte du bureau de censure. Je peux entrer dans les bureaux du gouvernement quand je veux. Parfois, quand j'arrive, ils sont là. Oh, Mati, qu'est-ce que tu veux? Combien de corps il y a dans ton film? Ils sont très ouverts. Ils m'écoutent et ils m'expliquent ce qui les inquiète. Je suis très contente que ça se passe comme ça. Ils me disent pourquoi ils ne veulent pas que je fasse telle chose. Et je leur dis pourquoi ça n'est pas un problème. Par exemple, une fois, ils avaient peur que si je montrais des morts, ça pourrait inspirer des gamins. J'ai rassemblé des statistiques d'autres pays et leur ai prouvé qu'il était peu probable que parce que les jeunes voient ça dans un film, ils le reproduisent. Sinon, en France ou aux États-Unis, on serait foutus. Né en 81 à Los Angeles, Mati Do revient au Laos en 2010. 2 ans plus tard, elle réalise Tantali, le premier film d'horreur laotien.
Financé par une marque de bière et tourné dans sa maison avec des acteurs non professionnels, ce huis clos familial infernal est disponible gratuitement sur le net. Quand tu traites de problèmes sociaux comme moi, c'est un peu trop sensible pour être abordé de manière frontale, directe, comme dans un drame ou un documentaire. Quand tu abordes ces trucs dans le cadre de l'horreur, ce n'est pas réel. C'est de la fiction. Donc c'est plus simple de parler des problèmes et surtout ce qui me plaît, c'est que je peux aller au-delà. Je peux exagérer et m'amuser avec. Fan de la scène de la course-poursuite dans Ratatouille, Mati vient de terminer son 3e film, The Long Walk, sélectionné à la Mostra de Venise. C'est l'histoire d'un ermite qui croise la route d'un fantôme, capable de le faire voyager dans le temps. La majorité de nos films ne montrent que 2 types de gens. C'est toujours des super riches qui sont ridicules avec leurs voitures de sport et leurs bijoux en diamant. Et de l'autre côté, ceux qui sont extrêmement pauvres. Quand j'ai fait Tantali, j'avais vraiment envie de montrer des gens normaux de la classe ouvrière. La plupart des Occidentaux nous imaginent vivant dans des cabanes et grimpant à dos d'éléphant pour aller à l'épicerie et ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça du tout la réalité du Laos. Un soir de novembre 2014, grâce à une tablette numérique, les visiteurs lancent des points lumineux vers le ciel. Avec l'œuvre Shooting Thoughts, les pensées filantes, la voûte de l'église Saint-Eustache à Paris devient alors voûte céleste. On est presque à taille humaine, là. Derrière ce miracle, le média artiste franco-portugais Filipe Vilas Boas. Il n'a qu'une mission, rapprocher monde réel et virtuel. Ce que j'essaie de faire, c'est faire comprendre que c'est le même monde. On a tendance à séparer les deux. Au début même, on parlait de monde virtuel, c'est-à-dire qu'on détachait vraiment de la réalité cette nouvelle réalité. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de la reconnecter avec ce monde, avec les problématiques de ce monde, qui est accessoirement en train de se casser la gueule. Donc l'enjeu, c'est justement de pas se dire que c'est quelque chose qu'une bulle comme ça à part, un peu comme Second Life, quoi. C'est pas une Second Life, c'est la life. L'obsession de cet autodidacte de 38 ans, c'est de brouiller les pistes en nous faisant toucher la mythologie et les symboles digitaux du bout des doigts. En 2017, avec son installation Casino Las Datas, il s'attaque au business des données. Plus le joueur livre des informations personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de carte bancaire, plus il a de jetons, mais sans jamais toucher un rond. Invité du centre de création numérique d'Issy-les-Moulineaux, le Cube, au printemps dernier, Filipe Vilas Boas a installé The Punishment. Pour le punir de son éventuelle désobéissance future, un robot doit recopier à vie la première loi de la robotique, selon l'écrivain de SF Isaac Asimov. Je ne dois pas faire de mal aux humains. À écrire de la dystopie, on ne projette que ce futur-là possible. Et j'ai l'impression que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est aussi de se mettre à écrire, OK, c'est quoi l'utopie, c'est quoi le projet un peu cool dans lequel on pourrait s'inscrire, collectivement, si possible, et pas juste avec trois super riches qui peuvent partir sur Mars.
Originaires du Portugal, les parents de Filipe Villas-Boas font leurs valises pour la France dans les années 70. Sa mère fait des ménages et son père de la maçonnerie. Pour effectuer la compta de sa petite entreprise, il achète un des premiers PC. Et pour le jeune Filipe, geek avant sa première crise d'acné, c'est la révélation. Tout se fait de façon alternative, partiellement illégale, plus ou moins légale. Bref, on s'en fout, c'est Internet. Je comprends que cette vague-là déstabilise le monde tel qu'il est. Je me dis moi-même que c'est un outil qui va me servir finalement à contourner le système, en fait, parce que le système, il est quand même hyper verrouillé, hyper contrôlé. Et moi, j'arrive avec le background fils d'immigré. Moi, je n'ai pas de, entre guillemets, pas de réseau, si ce n'est ma famille. Et finalement, je comprends que c'est un super outil pour se mettre à faire des choses ensemble. Il y a 10 ans, Filipe Villas-Boas se lance dans des campagnes anti-pub sauvages avant de s'attaquer aux médias en couvrant les téléviseurs de logos détournés dans les magasins d'électroménager parisiens. Puis il découvre ce qui sera la constante de son travail, mettre en scène les nouvelles technologies comme la religion du XXIe siècle. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. On voit bien dans les grandes messes technologiques, dans les grandes annonces, dans les grandes keynotes Apple ou autres, à quel point finalement on a repris absolument tous les codes de la religion. Et d'ailleurs, il faut saluer le génie de Jobs pour le choix de son logo. Donc, oui, moi, ça m'intéresse de regarder du coup la technologie comme une secte à part, quoi. Pour mettre un peu de poésie dans ce monde de brutes, l'une de ses dernières créations utilise le principe de l'orgue de Barbarie en remplaçant les cartons perforés par la Voie lactée, chaque point lumineux provoquant une note. Son nom, Star Tracks. Un hommage direct à notre émission, dont Filipe Villas-Boas est un grand fan. Ah non, pas du tout, non. Aldo, notre rédacteur mode, a rendez-vous avec une top modèle, Vénard 20. À l'âge de 30 ans, Mélanie Gaydos est devenue accro aux sunlights, des catwalks, enchaîne les séances de shooting avec les plus grands noms du business et multiplie les couvertures de presse fashion. Et comme si être une idole de papier glacé ne lui suffisait pas, voilà qu'elle se lance aussi dans le cinéma. Ce soir, c'est la première d'un long métrage dans lequel Mélanie tient le rôle féminin principal. Pas si vite, Mélanie. C'est quoi le truc le plus dur à gérer maintenant que tu es une star ? C'est que les gens pensent savoir qui tu es en tant que personne quand ils te voient. Juste parce qu'ils t'ont vu en ligne ou dans les médias, les gens ont une idée préconçue de qui tu es. Mais souvent, on est beaucoup plus compliqué que ce que les images laissent croire. Avec ses 200 000 abonnés sur Instagram, Mélanie fait le buzz. Vivant entre Berlin et Seattle, elle est atteinte d'une maladie héréditaire qui touche un enfant sur 10 000, la dysplasie ectodermique, qui affecte la croissance des cheveux, des ongles et des dents. Des symptômes qui ne la prédestinaient pas à une carrière dans la mode. Petite, Mélanie subit une trentaine d'opérations et passe une grande partie de son enfance sur un lit d'hôpital. Élevée par sa grand-mère dans le Connecticut, sa vie sociale se borne à l'église locale et à 13 années chez les scouts. À 18 ans, elle entame des études d'art à New York. Pour survivre, elle devient un modèle d'art avant de postuler dans une agence de mannequins à la recherche de gueules uniques. Au début de ma carrière de mannequin, c'est la communauté LGBT qui m'a accueillie. Parce que tout le monde chez eux sait ce que c'est de ne pas s'intégrer dans la société dite normale.
Tout n'est en réalité qu'une projection de vous-même et des choses que vous avez en tête. C'est vraiment idiot que tant de gens projettent leur propre insécurité sur d'autres personnes. Sa première incursion dans la vidéo intervient après un shooting avec le célèbre photographe de mode espagnol Eugenio Recuenco. Celui-ci lui propose alors de participer à un clip de Rammstein dont il est le co-réalisateur. Ce rôle attire l'attention de nombreux réalisateurs de courts-métrages, dont le français Quarks, qui lui offre son premier rôle conséquent dans Un ciel bleu presque parfait. Le film remporte plus de 50 prix dans des festivals internationaux, ce qui permet au réalisateur de signer le long-métrage Tous les dieux du ciel. Le film raconte l'histoire d'un homme solitaire qui prend soin de sa sœur Estelle, lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans son enfance. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours à l'hôpital. Et souvent, je ne pouvais pas bouger. Je restais immobile. Le personnage d'Estelle est paralysé. Elle ne peut pas bouger de son lit. Je sais très bien ce que c'est d'être dans une situation qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça la vie d'Estelle. Pardon. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Allez, repose-toi. J'ai commencé à me droguer très jeune. Ça m'a aidé sur le plan psychologique. Je ne prends pas la défense des drogues, mais pour être honnête, ça m'a vraiment aidé quand j'étais plus jeune. La toute première fois que j'ai pris des champignons, j'ai vu une fleur de lotus. Et pour une raison obscure, je voulais me la faire tatouer. Je pensais que si j'avais un tatouage au poignet, c'était une façon de dire « je n'aurai jamais un travail normal et je serai une artiste pour toujours ». C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une caméra, des miroirs et du ruban adhésif. Les trompe-l'œil du Hollandais Rory van der Zwaar nous retournent les méninges. C'est quoi le truc ?
1982 à Tokyo. Sur la scène du Loft, salle mythique du quartier de Shinjuku, Jojo Hiroshige et son groupe Ijo Kaidan fêtent la sortie de leur premier album. Au menu, un mur de décibels agrémenté de mixtures nauséabondes qui fait passer les punks pour des enfants de cœur. Chaque spectateur qui quittait la salle avant la fin du concert, c'était une victoire pour nous. Malgré les bâches qui protègent la scène du jus de poisson pourri et les déjections, la salle est dévastée. Le groupe est alors blacklisté pendant plus de 5 ans. Le temps d'être reconnu en Occident et d'initier le courant Japan Noise dans les années 90. Il y avait le punk, le hardcore, la new wave, la musique contemporaine, et nous, on était les plus extrêmes. On faisait n'importe quoi. On pouvait être comparé à n'importe quel autre genre musical, mais on faisait pas ça pour ça. On se foutait d'appartenir à un courant. Ça allait au-delà de ça. On s'opposait plutôt à l'art, l'art avec un grand A, l'art branché, l'art stylé. On détestait ça. Nous, on avait une démarche vraiment punk. On était pauvres, rebelles, des sales gosses. L'affreux Jojo naît à Kyoto en 59. Commerçant, ses parents tiennent une boutique de vêtements pour dames, tandis que sa sœur, qui a 4 ans de plus que lui fait découvrir les mangas avant de l'initier à la pop des 60s. L'heure est alors au Group Sounds, un rock sous influence anglo-saxonne à la saveur psychédélique. Bercé par les 45 tours de sa sœur, Jojo passe le début de son adolescence à gribouiller des comics truffés d'histoires terrifiantes. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé la première BD que j'avais faite à 12 ans. Ça s'appelle Destruction. C'était limité à 3 exemplaires. J'adore les films d'horreur, de zombies, l'exorciste. Moi aussi, je voulais faire ce genre de choses, avec des trucs qui sortent de la bouche. Je voulais être dans un monde comme ça. Au collège, alors que Jojo fait du théâtre et s'intéresse de près au rock occidental, un ami lui prête un disque de free jazz nippon. Fasciné par les sensations nouvelles que lui procure cette musique expérimentale, Jojo se met alors à la guitare. À la fin des 70s, le Japon est en plein miracle économique. La figure du salaryman et la politique du zéro défaut menée par les entreprises façonnent le modèle japonais. Peu enthousiaste face aux perspectives que lui offrent ses études de commerce, Jojo travaille au drugstore, un café-concert associatif. En 78, il monte son premier groupe punk ultra bidé qui le laisse frustré côté sensation. L'année suivante, il forme le groupe Rasen Kaidan, qui signifie escalier en colimaçon. Au vu du boucan généré lors de la première répète, le batteur suggère de renommer le groupe Escalier de secours Ijo Kaidan en VO. Malgré le départ prématuré de ses 2 partenaires, le jusqu'au-boutisme de Jojo fait des émules à Kyoto. Constitué de 9 nouveaux membres, le groupe part à l'assaut de Tokyo à l'été 81. Après un premier concert à la Keio University qui s'achève en bataille d'extincteurs, Ijo Kaidan n'a qu'une obsession, marquer les esprits. Il y a toujours une rivalité entre les gens d'Osaka ou de Kyoto et les habitants du centre-est japonais où se trouve Tokyo. La capitale est toujours le centre du monde et le reste du Japon passe après. On n'a jamais eu le beau rôle. Comme on est d'une autre région, quand on s'est mis à jouer à Tokyo, on voulait être détesté par ce public en faisant des choses répugnantes, comme pisser sur scène ou vomir pour les faire fuir. Conscient que sa musique n'a aucune chance d'intéresser les maisons de disques, Jojo fonde son propre label en 84. Dès lors, le groupe sort presque un album par an en compagnie d'autres extrémistes comme Inu ou Incapacitans. À travers des compilations éditées par un label allemand, la scène noise japonaise perce alors à l'étranger. Malgré ce succès d'estime internationale, Jojo a toujours les poches vides. Pour se refaire, il monte une boutique de cartes à collectionner. On avait fait une tournée aux États-Unis et c'est là que j'ai découvert les collections de cartes.
Notre tourneur était un grand collectionneur de cartes de baseball. Il m'a proposé de l'accompagner dans des boutiques spécialisées et à une convention de cartes, et j'ai trouvé ça génial. J'en ai vendu plein. C'était un bon business. Ça m'a permis de sortir des disques pas rentables. Avec l'explosion de la Japan Noise à partir des années 90, Jojo, autoproclamé King of Noise, est devenu une icône. Le 11 août 2012, à l'occasion d'un festival organisé en soutien aux victimes du tsunami, Ijo Kaiden partage l'affiche avec les plus grandes stars de l'archipel nippon. À 59 ans, fini les débordements. L'urine et le vomi ont cédé place aux vocalises de son épouse Junko. La raison pour laquelle je fais de l'improvisation, c'est que quand on fait une chanson, il y a un grand décalage entre le moment où on écrit les paroles et celui où on les chante sur scène. J'ai toujours trouvé ça bizarre, quand les paroles d'une chanson disent « je veux que tout le monde meure » et que tu les chantes 3 mois plus tard, alors que tu le penses plus forcément. Je ne suis pas contre les règles dans la musique, mais je trouve que la chanson manque de liberté. La liberté, c'est le credo de Jojo, qui n'est jamais là où on l'attend. En 2013, il rencontre le succès en collaborant avec le groupe d'idol Bisseux, accouchant de ce Frankenstein musical. Quand il n'est pas sur scène, Jojo est au bureau à Tokyo. Installé dans le quartier de Shimokitazawa, il a ouvert son propre cabinet de voyance qu'il a nommé Future Days, en hommage à l'album du groupe culte Can. La richesse ou la beauté, ça se voit, alors qu'on ne peut pas voir les sentiments. Et moi, je m'intéresse plutôt à l'invisible. Les deux choses existent en même temps dans le monde. Les choses invisibles m'intéressent beaucoup plus, parce qu'on ne les comprend pas vraiment. Et on a envie d'en savoir plus. La voyance et la musique, toutes ces choses mystérieuses, je les mets sur le même plan. Voilà, Covid génial. Repéré par les Gantois de Solwax alors qu'il travaillait sur la BO du film Belgica de Félix von Groningen en 2016, la belgeounette aux racines martiniquaises Charlotte Adigéry arpente, depuis, les festivals de musique électronique. Sous son nom ou sous le pseudo Ake Water, la Belge mêle son synthétique et chant soul, en anglais ou en créole, accompagnée sur scène du producteur Bolis Poupoul, rencontré sur Tinder. Eh ben, c'est du joli. Quelques instants avant sa performance au festival Chorus à Boulogne, Charlotte plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Pas le plus beau, mais ça me fait penser à tous les moments que je passais avec ma maman en regardant Eurovision ou qu'est-ce qu'il y a encore, Idol. Et comme elle chante aussi, elle était super stricte, mais elle en parlait toujours avec beaucoup de passion, comme ça, quand elle entendait quelqu'un chanter. « Ah ouais, ça c'est vraiment nul, non, t'en peux... » Puis d'un autre côté, si c'était super, elle avait les larmes aux yeux. Et donc, ouais, j'ai beaucoup de beaux souvenirs à l'Eurovision. Donc voilà, poupée de cire, bien sûr. Voilà. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille
éclat de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Je vois la vie en rose. Ma mère, encore ma maman, elle n'aimait pas du tout France Gall. Je crois la façon de chanter, elle disait que c'était pas sincère, sa façon, qu'elle forçait trop. Ma mère cherchait toujours la sincérité dans la voix et dans la musique, moi aussi, mais j'aimais bien le jeu derrière. Quand j'avais 20 ans, je faisais aussi de la danse, go-go dance, pour des soirées années 60. Et puis on dansait aussi sur Laisse tomber les filles. Ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bien sûr, celui-là. Et puis ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait vraiment le bump. Un jour, j'ai nettoyé les toilettes de festival, des fêtes antillaises. Et ils voulaient même pas me donner des gants. Ils disaient, ouais, si t'es trop sensible à ça, c'est pas le boulot pour toi. Et je me rappelle que je me suis dit, un jour, je vais chanter sur ce festival et je vais en rire. Là, je fonce pour la musique. Vraiment, je veux plus nettoyer les toilettes. Sorry, never enough dirt, never enough sugar. Too much sugar, buddy, too much sugar. Sorry, never enough dirt, never enough sugar. Too much sugar, buddy, too much. You never suffice for them. N'oubliez pas, tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte. Voilà, go vite, génial.